Affaires sensibles avec Carlos Flinroy. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, quand d'anciens putschistes révolutionnent l'industrie du casse-croûte. Depuis quelques années, nos boulangeries proposent, à côté de l'iconique baguette, un modèle plus farineux et onéreux, nommé baguette tradition, dont le succès va croissant en un éclair. Pourtant, cette fameuse baguette tradition n'apparaît sur les étals qu'à la fin des années 90, et le consommateur est en droit de se demander s'il ne s'agirait pas simplement, passez-moi l'expression, d'une grosse arnaque. En creusant encore plus le sujet, on met le doigt sur une vérité qui dérange, et c'est pas de la tarte. La baguette de base elle-même, revendiquée comme patrimoine hexagonal, n'est en réalité qu'une invention toute récente. Alors, qu'en est-il de ce marketing fallacieux autour du jambon beurre, et surtout, à qui profite le crime ? Notre invité aujourd'hui souhaite rester anonyme, nous n'utiliserons donc que son prénom, Paul. Il est le gérant d'une franchise de boulangerie-pâtisserie et vient de publier l'ouvrage « Rouler dans la farine » aux éditions du Petit Pâton. Affaires sensibles, une émission de Carlos Flinroy, diffusée pas en direct, récit documentaire Carlos Flinroy, rédaction en chef Carlos Flinroy, chargé de programme Carlos Flinroy, réalisation Carlos Flinroy, au secours, aidez-moi, je recrute encore et toujours. La baguette, symbole du savoir-vivre à la française. À l'étranger, on s'imagine un portrait à la Amélie Poulain, Cocorico, vous êtes sexy à souhait en marinière et béret. Il y a un joueur d'accordéon à chaque coin de rue et cette note de Chanel numéro 5 ne saurait masquer cette autre fragrance typiquement Frenchy. Cette iconique haleine café clope que l'UNESCO songe à classer au patrimoine immatériel de l'humanité. Elle rejoindrait alors un autre de ses lauréats, la baguette de pain, calée entière sous l'aisselle. Enfin entière, non, puisque celui qui fait l'effort d'acheter le pain exerce systématiquement son droit de crouton, l'autorisant à croquer dedans avant que les feignasses qui l'ont envoyé chez Banette un dimanche matin n'en profitent. Et pourtant, cette image d'Épinal du français muni de son support à tartine est loin d'être une tradition millénaire. En effet, la baguette n'est vendue sur les étals qu'à la toute fin du XIXe siècle. Un véritable millefeuille de théories circule quant à l'apparition miraculeuse de cette baguette dans nos cruches, et aucune n'a encore été formellement prouvée. Pour certains, Napoléon aurait demandé à avoir du pain qui tienne aisément dans les bagages de ses soldats. Pour d'autres, ce serait dû à la construction du métro parisien. En effet, des ouvriers auvergnats et bretons participaient aux travaux, et pour des raisons qui ont certainement trait à l'alcoolisme reconnu de ces populations, les pauses déjeuner se finissaient régulièrement en bagarre, avec des rixes généralement conclues par de fourbes coups de surin. Ainsi, le chef de chantier aurait commandé un pain que l'on pourrait rompre sans avoir à introduire de couteau sur le lieu de travail. Mais l'explication la plus probable serait celle de l'arrivée à Paris, en 1839, de Auguste Zang, un boulanger autrichien. Muni des premiers fours à pain viennois, il aurait séduit avec cette forme pratique. Mais personne ne veut y croire, car il est important de rappeler le contexte de l'époque. Depuis la bataille d'Iéna en 1806, on se demande s'il y aura du boudin pour les Alsaciens et les Lorrains. Et dire que les relations avec la Prusse et l'Autriche ne sont pas au beau fixe est un euphémisme. Autant dire que Zelensky est un peu chafouin, que Betaram est un établissement un poil strict, ou que Depardieu est un chouïa entreprenant. Alors pour nos chauvins de Français, il est un tantinet difficile d'attribuer à l'envahisseur teuton la paternité de leur trésor national. C'est à cette même époque que surgit un personnage historique important du XIXe siècle, marqué par les événements violents de la Commune. Un militaire de carrière, devenu homme politique, le général Boulanger. Quel hasard. Le général Georges-Ernest Jean-Marie Boulanger, qu'on appellera plus simplement le général Boulanger, ou encore plus simplement GG, mènera des années 1830 à 1890 une vie que l'on peut résumer ainsi. Il participe à une bataille qu'il ne gagne pas forcément, il revient avec une cicatrice, alors on lui offre une médaille, une montée en grade, et il recommence. GG a le chic pour revenir de chaque escarmouche avec une nouvelle balafre, tant et si bien que lorsqu'il devient commandeur après s'être fait les croisés, on le rétrograde pour éviter qu'il devienne maréchal avant d'avoir remboursé son crédit immobilier. Il finira tout de même général et ministre de la guerre dans 2 gouvernements, c'est pour ça qu'on se souvient de lui. On aurait également pu se rappeler qu'il a fait 2 beaux enfants à sa cousine, mais ce détail est souvent passé sous silence lorsqu'on évoque ce personnage historique qui n'est, au final, qu'une Christine Boutin en treillis. De l'avis de tout le monde,
Gégé est tout de même une fripouille, un champion toute catégorie du retournement de veste à double face. Car Gégé mène en effet une formation politique, subtilement nommée les boulangistes, une sous-branche des radicaux qui, comme leur nom l'indique, ne font pas dans la dentelle avec les nuques des nobles et des anciens privilégiés. Des révolutionnaires à l'ancienne qui aujourd'hui guillotineraient Philippe Poutou pour avoir eu l'audace d'être trop modéré. Le général est très apprécié à l'extrême gauche lorsqu'il supprime la dispense de service militaire du clergé et des enfants de bourgeois, lorsqu'il fait remplacer les paillasses des soldats par des sommiers et lorsqu'il interdit l'accès du territoire national aux familles des anciens dirigeants issus de la noblesse. Ce soutien des républicains, et notez que le terme républicain de l'époque est totalement à l'opposé de son acception contemporaine. Ce soutien des républicains, donc, est tout de même inattendu lorsqu'on sait de quelle manière Gégé a obtenu ses premiers galons, en donnant la charge contre des barricades de communards. Le général Boulanger est ainsi. Toute alliance lui convient puisqu'au fond, son seul souhait, c'est de gagner, pour sa pomme et sur tous les fronts. Sur un terrain de football, il voudrait être meilleur buteur et tant pis si pour cela il doit en mettre 6 contre son camp. Il est donc de gauche quand la situation l'exige et penche à droite lorsqu'il faut se faire bien voir. Une sorte de Manuel Valls avec du talent. Car oui, Gégé a la passion de la gagne et du bling. Pour le fun, ce général YOLO se fait élire député de Dordogne le 8 avril 1988, puis démissionne instantanément pour se faire élire député du Nord une semaine plus tard. Poste dont il démissionne sur le champ pour se faire élire simultanément député de la Somme et député de la Charente-Intérieure le même jour, la semaine qui suit. À ce stade-là, ce n'est plus du cumul de mandats, c'est une partie de Pokémon. Attrapez-les tous. Plébiscité unanimement, il remporte même des élections auxquelles il ne se présente pas, les votants ajoutant son nom sur les bulletins. N'en déplaise à Jean Tibéry, Boulanger ne gagne pas à coups de faux électeurs, mais de faux candidats. Comble du comble, il ne peut techniquement accéder à aucun des postes gagnés. Encore en service, il est de fait inéligible. Et cette escalade de l'esbrouffe agace en haut lieu. Pour le punir, le Conseil des ministres le met de force en retraite. Chais, vous n'êtes plus général de quoi que ce soit. Ce qui le rend donc éligible. Un plan que les génies de l'exécutif n'avaient manifestement pas mûrement réfléchi. Alors le général passe en mode serious business. Cette fois-ci, il ne joue plus pour du jambon beurre. Mais pour être sûr de réussir une campagne aux postes les plus prestigieux, il faut des moyens. Et c'est là tout le problème d'être chez les radicaux, dans le camp des gauchistes. C'est que l'argent, il se trouve en face. Mais c'est en toute décontraction que Gégé va discrètement quérir une aide financière auprès des descendants de la royauté et de Napoléon qu'il avait fichus dehors quelques années auparavant. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et le général Boulanger est de ceux qui s'enjaillent sans penser au lendemain, de ceux qui essaient de renouer avec leur ex 15 jours après qu'elle l'ait trouvé dans le lit conjugal avec leur mère. En coulisses, on sait que le général Boulanger n'a même pas besoin de remporter quoi que ce soit. S'il venait à monter un putsch, comme on le lui conseille d'ailleurs, personne n'y trouverait à redire. Il finit par gagner une circonscription parisienne avec sa méthode habituelle. Un en même temps survitaminé, et le mot est faible, disons plutôt dopé par un cocktail médicamenteux que même Palmade aurait refusé Napoli. Non les gars, je vais y aller mollo, je prends la route. Gégé clame haut et fort au Parlement son intention de mettre le bazar avec une assemblée constituante révolutionnaire, tout en promettant aux royalistes de remettre de l'ordre dans le pays, avec une couronne, un trône et un riche consanguin en sandwich entre les deux. Mais comme un pain de mie lorsqu'on respecte son petit déjeuner, le général Boulanger est grillé, pris sur le vif à la sortie d'une de ses réunions secrètes. Pour ses rivaux, l'occasion est trop belle, et il est condamné à la déportation à vie dans une enceinte fortifiée. Il quitte alors la France à toute vitesse, laissant derrière lui un parti plus meurtri que le PS un soir de primaire, et une loi qui changera la face de la boulangerie à tout jamais. Je suis à la
Affaires sensibles avec Carlos Flinroy. Paris, 20 avril 1871. Alors que la guerre civile fait rage au dehors, opposant les wokistes de la Commune à l'indéboulonnable oligarchie historique française, deux mondes et deux idéologies panistiques s'affrontent. Le Français moyen va chercher son pain 1 à 2 fois par semaine et revient avec l'authentique boule d'environ 2 kilos qu'il pourra conserver longtemps et qu'il ramollira dans de la soupe lorsque la mie commencera à partir en chapelure. Mais en catimini, la bourgeoisie parisienne se fait discrètement livrer des baguettes. Vendues sous le manteau, ces pains longs de 250 grammes sont pourtant plus chers que la boule de Prolo. Elles sont faites pour être mangées entièrement en un jour et être achetées quotidiennement, assurant ainsi à ses consommateurs le luxe d'avoir chaque jour du pain frais. Oui, la baguette est un pain dit de fantaisie, un peu luxueux, dû à la surreprésentation de la croûte pour un goût véritablement révolutionnaire. C'est pourquoi elle est également une rareté, souvent en rupture de stock, aux grandes dames des élites prêtes à dépenser bien plus cher pour avoir le plaisir de croquer dans un quignon. Tournons à présent notre regard vers l'Assemblée nationale qui, au même moment, s'apprête à assommer le secteur boulanger d'une loi massue. À compter de ce jour, le 20 avril 1871, il sera interdit, oui interdit aux boulangers de travailler entre 10h du soir et 4h du matin. Une loi qui se veut humaniste, après tout. Ces gens n'ont-ils pas assez de travailler toute la nuit dans des nuages de poudre blanche, tels de vieux gérants de night-club ? Après tout, en voilà une bonne nouvelle, une belle avancée pour les travailleurs opprimés. Sauf que cette loi n'arrange personne. Les boulangers, pour pétrir leurs énormes boules de 2 kilos, nous parlons toujours de pain, et faire suffisamment cuire ces mastodontes de gluten, ces horaires nocturnes sont indispensables pour pouvoir au petit matin contenter la demande de tous les habitués de la boutique. Mais alors, comment faire tenir en 2 heures le travail de toute une nuit ? Le seul moyen serait d'abandonner les énormes miches et de trouver un format plus petit. En réalité, il n'y a qu'un seul type de pain qui permettrait de tenir la cadence. La baguette, qui, elle, prend au grand maximum 20 minutes pour dorer. Les boulangers n'ont pas d'autre choix que de se mettre à produire en masse ce pain de luxe, vendu plus cher que la boule pour moins de poids, et quotidiennement, qui plus est. Au final, tout le monde est satisfait. Les parlementaires ne subiront plus la pénurie de baguettes, puisqu'elles deviennent le pain standard. Les boulangers se reposent 6 heures de plus par nuit et augmentent leurs bénéfices. Travailler moins pour gagner plus, pour paraphraser un président auquel la Rolex de cheville sied si bien. Enfin, tout le monde est-il réellement satisfait ? Non, pas les pauvres, à qui l'on explique qu'ils auront toujours un pain frais, avec plus de goût. Ce à quoi ils répondent que ces messieurs les nantis sont bien mignons, mais qu'on vient de multiplier par 4 leur budget mouillette. Alors ils peuvent se carrer leur pain long là où sa forme semble appropriée à l'insertion. Les pauvres qui, on le rappelle, sont occupés à entretenir l'esprit de la Révolution en montant des barricades et qui auraient bien besoin de glucides pour mener leur rébellion. Eux sont les grands perdants de cet en même temps boulanger. Tiens donc, un en même temps fallacieux, lourd de conséquences, qui fait plaisir aux nantis en se faisant passer pour un projet de gauche, qui cela nous rappelle-t-il ? Non, examinons de plus près. Que faisait Gégé à cette époque ? Il est colonel du 114e régiment d'infanterie de ligne. Il a été décoré pour sa répression des communards et se prépare à remettre le couvert le mois prochain pour un assaut qui restera dans les livres d'histoire. Un fait d'armes dont il ne cessera de se vanter. La semaine sanglante, finale apocalyptique de la défaite de la Commune, 10 000 morts, 13 000 condamnations. Et ce, peut-être, grâce au grand remplacement de la boule par la baguette. Oui, si vous en consommez, vous voilà complice du plus grand crime de guerre des primo-capitalistes. Mais, et la baguette tradition dans tout ça ? Rien de plus qu'une fable et le retour en force d'une stratégie gagnante des héritiers du parti boulangiste. Contre toute attente, c'est à Édouard Balladur que l'on doit la baguette tradition. Notre baguette, que l'on a depuis normée à 60 cm de longueur, 5 cm de largeur et 250 grammes après cuisson,
connaît un succès fulgurant tout autour du globe. Tant et si bien que le monde entier en fabrique, avec plus ou moins de succès. Mais surtout, le monde entier s'affaire à vendre aux boulangers français des pâtes à pain toutes prêtes, et tant pis si, comme une bouteille de Perrier, elles contiennent des ingrédients peu recommandables. Entre autres, on y trouve des émulsifiants, beaucoup trop de sel, des résidus de pesticides et des mycotoxines, en sus d'un pétrissage trop rapide avec des farines douteuses qui plombent les valeurs nutritionnelles et le Nutri-Score du pain, un comble. Une fois de plus, la mondialisation réussit ce qu'elle fait de mieux, tout ruiner sur son passage. Et le public ne s'y trompe pas. En 1950, un foyer consommait une baguette de pain par jour. Un demi-siècle plus tard, à peine plus de 100 grammes. Juste le temps de mordre dans une tranche avant de se rendre compte qu'à l'image d'un paquet de chips Lay's, on nous a principalement vendu de l'air. Il faut donc trouver un moyen de redorer le blason du pain en général et des artisans boulangers en particulier. Car si la demande en pain baisse, c'est toute une profession qui va se retrouver rapidement au chômage, ni au four, ni au moulin. C'est pourquoi, le 13 septembre 1993, le gouvernement Balladur ordonne le décret pain, qui ouvre la possibilité d'une appellation d'origine contrôlée. Pour pouvoir vendre un pain dit de tradition française, ne sont autorisés que 4 ingrédients: eau, farine, sel, levure, dans des proportions extrêmement précises et avec une tolérance d'à peine 2% d'ajout de farine complémentaire. Le résultat est sans appel. L'UFC Que Choisir donne une note santé aux baguettes de différents supermarchés. La plupart des baguettes classiques se tapent un ridicule 7 sur 20, tandis que les baguettes tradition raflent une moyenne de 15 sur 20. Eh bien, parfait. Une baguette de meilleure qualité, meilleure pour la santé, qui a moins voyagé et qui contient moins d'ingrédients, elle devrait donc coûter moins cher. Pas du tout. D'après le magazine Capital, la baguette standard est en moyenne à 1 euro. La tradition, 1,40 €. Bim, 40% plus cher. On croirait presque revivre la transition de la boule à la baguette. Après tout, on ne change pas une équipe qui gagne. Et on ne croirait pas si bien dire. En 1995, le journal Libération rapporte qu'un vieux parti méconnu, mais toujours en activité, exprime son soutien à Édouard Balladur pour incarner l'ouverture dans une future majorité présidentielle organisée autour du Premier ministre. Oui, 2 ans après le décret pain, Balladur se voit offrir le soutien du Parti radical, terreau du boulangisme 2 siècles plus tôt. Des sociaux-radicaux tendant la main au RPR, ancêtre de l'UMP et de LR, un grand écart peu étonnant pour des boulangistes qui jouent la carte de la tradition. Pour eux non plus, on ne change pas une recette qui gagne. Affaires sensibles avec Carlos Flinroy. Vous écoutez Affaires sensibles, aujourd'hui baguette et tradition, le sabotage boulangiste de la France d'en bas. Je suis aujourd'hui en duplex avec notre invité qui souhaite rester anonyme, Paul. Vous êtes gérant d'une chaîne de boulangerie et vous venez de sortir l'essai « Rouler dans la farine » aux éditions du Petit Pâton. Alors premièrement, Paul, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous un peu du thème de ce livre qui est en réalité également le thème de cette émission. Dedans, je parle d'inflation en général et de shrinkflation en particulier. De shrinkflation, donc un mot valise à l'anglaise, composé d'inflation, ça on l'a compris, et de shrink qui se traduit par rétrécir. Voilà, le fait de ne pas changer, voire d'augmenter le prix d'un produit, alors qu'en toute objectivité, il aurait dû baisser. Là, vous avez raconté la plus grosse shrinkflation de l'histoire, le passage de la boule, qui est aujourd'hui un pain perdu, à la baguette. Puis là, moi, je suis directement concerné avec la baguette tradition, mais comme on est sur un produit clairement meilleur pour la santé, pour ma part, je trouve ça justifié. Mais il y a d'autres marques qui, elles, par contre, se sont vraiment pas gênées. Ah, lesquelles? On peut avoir des exemples? Lindt, déjà, dans une boîte de Pyrénéens. Avant, vous aviez 30 chocolats. Maintenant, il y en a 24. Et le prix, il a pris 4%. Sauf que ramené au kilo, ça fait une augmentation de 30%. Mais apparemment, ça, tout le monde s'en fout. Parce que d'après vous, les consommateurs ne sont pas assez éduqués? Non, parce que les Pyrénéens, c'est dégueulasse. Pareil, PepsiCo qui change le packaging de ses boissons énergétiques, là. Des nouvelles bouteilles, elles sont plus jolies, on monte le prix. Et le contenant, il contient 1/8 de liquide en moins. Et ça, pareil, personne n'en parle. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte d'omerta imposée par les géants de l'industrie? Non, c'est parce que les boissons énergétiques, c'est dégueulasse.
Personnellement, je suis outré. Et le Big Tasty chez McDo, il est plus aussi big. Et les petits pots de sauce pommes frites, le même prix. Et pourtant, il y a 30% de moins dedans. Et personne réagit. Parce que c'est dégueulasse. Et oh, je peux pas vous laisser parler de la sauce pommes frites comme ça. Surveillez votre langage un peu. Autant pour moi. Mais une pratique aussi déloyale, ça devrait être interdit, non? C'est interdit depuis le 1er juillet 2024. Mais ça concerne pas les magasins d'une surface inférieure à 400 mètres carrés. Donc, on interdit, et en même temps, ça ne s'applique pas aux principaux concernés. Voilà, et en même temps, et c'est en même temps qu'ils font croire qu'ils servent à quelque chose, mais qu'ils profitent au plus fort, ça sent la manipulation de boulangiste, et j'ai écrit mon livre là-dessus. Bon, heureusement, du coup, en grande surface, on peut pas se faire avoir. Ah si, parce que la shrinkflation, c'est dépassé, ils sont passés à la greedflation. Donc quand il y a une inflation, on en profite pour monter le prix en même temps pour dire que c'est pas nous, c'est l'inflation. On l'a vu avec la moutarde, avec l'huile d'olive, et là que l'Ukraine s'est commencé à être gros comme excuse, on tombe dans la cheapflation. Cheapflation. Alors, on remplace le produit par un produit bon marché? Ah c'est ça, vous avez fait un tour au rayon glace cet été? Oui, avec la canicule, je ne suis jamais contre une petite crème glacée. Et vous en avez vu beaucoup qui s'appellent encore crème glacée? Non, sur les boîtes, ça s'appelle des desserts glacés. Ça m'a surpris, je me suis demandé pourquoi ils l'avaient écrit sur la boîte, ça me semblait évident. C'est surtout qu'ils n'ont plus le droit d'appeler ça crème glacée, ils ont remplacé tout le lait par des produits de remplissage. Et vous inquiétez pas, il y a d'autres surprises qui arrivent. En ce moment aux États-Unis, ils testent la skimpflation. La skimpflation. Vous payez le même prix pour un service moindre. Genre un resto avec moitié moins de serveurs, Amazon Prime avec des pubs et des séries nulles, un salon de massage thaïlandais... Oui, je pense que les auditeurs ont compris. Vous en avez beaucoup d'autres comme ça dont on devrait se méfier? En ce moment, je suis assez déçu par la tontonflation. Tontonflation. Ouais, j'ai invité mon oncle à un barbecue. Ça fait quelques années qu'il est de moins en moins drôle, par contre il me coûte de plus en plus cher en merguez. Franchement, l'investissement est devenu très peu rentable. Bon, je vais raccrocher là parce que c'est une conversation qui commence à sentir la persoflation. Vous avez peur que je fasse gonfler votre facture téléphonique? Non, vous me gonflez tout court. C'était Affaires sensibles. Aujourd'hui, Baguette et Tradition, le sabotage boulangiste de la France d'en bas. Une émission que vous ne pouvez écouter qu'en podcast. À la technique aujourd'hui, il y avait Carlos Flinroy.